Imaginez une maison en plein désert, où la température peut grimper à 50 degrés dehors et où l'intérieur reste frais comme une cave. Pas de climatiseur, pas d'électricité, pas de ventilateur, juste de la pierre, du vent et une intelligence oubliée. Pendant des milliers d'années, nos ancêtres ont su faire ce que nos technologies modernes peinent encore à imiter sans épuiser la planète. Alors comment ont-ils fait? Et surtout, pourquoi avons-nous tout oublié? Aujourd'hui, dès que la chaleur monte, notre premier réflexe est d'allumer un climatiseur. Mais cette solution a un prix. Elle consomme une énergie colossale, elle réchauffe l'air extérieur et elle nous rend dépendants d'une technologie fragile. Pourtant, bien avant l'invention de l'électricité, des civilisations entières vivaient dans des régions bien plus chaudes que la nôtre, et elles prospéraient. Elles avaient compris un secret simple. On ne combat pas la chaleur, on la détourne. Ce savoir, presque effacé par le confort moderne, refait aujourd'hui surface. Et ce que les architectes redécouvrent pourrait bien changer notre manière de construire pour toujours. Pour comprendre ce mystère, il faut remonter à plus de 3000 ans dans les régions arides du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Là-bas, la survie dépendait d'une seule chose, la capacité à gérer la chaleur sans aucune machine. En Perse, dans l'actuel Iran, les habitants ont développé une structure architecturale unique, appelée le badjir, littéralement attrapeur de vent. Ces tours élancées, visibles au-dessus des toits de villes comme Yazd, n'étaient pas de simples ornements. Elles étaient de véritables machines climatiques, entièrement passives, capables de faire circuler l'air frais à travers des maisons entières. Pendant ce temps, en Égypte et dans certaines régions d'Inde, d'autres civilisations développaient leurs propres méthodes, parfois similaires, parfois radicalement différentes. Ce qui les reliait toutes, c'était une observation fondamentale de la physique de l'air, bien avant que la science ne lui donne un nom. L'histoire, tout commence par une question simple que se sont posées les bâtisseurs anciens. Où va l'air chaud et où trouve-t-on l'air frais? La réponse, ils l'ont trouvée en observant la nature elle-même. L'air chaud monte, l'air frais reste près du sol, et le vent, s'il est correctement canalisé, peut transporter la fraîcheur à travers tout un bâtiment. C'est ainsi que naissent les premiers badjirs, il y a environ 2500 ans. Ces tours, construites en briques de terre crue, captent le vent en hauteur, là où il souffle le plus fort, puis le guident vers le bas, à travers des conduits verticaux, jusqu'à l'intérieur des maisons. L'air, en descendant, se refroidit naturellement au contact des murs épais et frais. Dans certaines villes, comme Yazd, les architectes vont encore plus loin. Ils associent le badjir à un kanat, un canal souterrain, transportant de l'eau fraîche depuis les montagnes. L'air qui passe au-dessus de cette eau se rafraîchit encore davantage, avant d'entrer dans les pièces à vivre. Le résultat est stupéfiant. Une baisse de température pouvant atteindre 10 à 15 degrés sans la moindre source d'énergie extérieure. Mais les Perses ne sont pas les seuls à maîtriser cet art. Sous terre, dans les régions les plus chaudes, d'autres solutions apparaissent. En Tunisie, dans la région de Matmata, des familles entières creusent leurs habitations directement dans la roche, plusieurs mètres sous la surface. La terre, isolante naturelle, maintient une température stable toute l'année, protégeant des chaleurs écrasantes de l'été comme du froid parfois surprenant de l'hiver. Ces maisons troglodytes ne sont pas de simples abris de fortune. Elles témoignent d'une compréhension fine de la thermodynamique, des siècles avant que ce mot n'existe. Au fil des générations, ce savoir se raffine. Les bâtisseurs apprennent à orienter les fenêtres pour capter la lumière sans laisser entrer la chaleur directe. Ils épaississent les murs pour créer une inertie thermique, capable d'absorber la chaleur du jour et de la restituer lentement la nuit. Ils construisent des cours intérieures ombragées, souvent agrémentées de fontaines, où l'évaporation de l'eau rafraîchit l'air ambiant. Chaque élément architectural devient un outil climatique, pensé avec une précision presque scientifique. Mais un tournant majeur approche, un tournant qui va bouleverser des millénaires de savoir-faire. Car au XXe siècle, une invention va tout changer, et pas nécessairement pour le meilleur. En 1902, un jeune ingénieur américain nommé Willis Carrier met au point le premier système de climatisation moderne. Son invention, initialement conçue pour contrôler l'humidité dans une imprimerie, va rapidement se transformer en une industrie mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la climatisation électrique se démocratise à une vitesse fulgurante, en particulier aux États-Unis. Elle promet un confort immédiat, sans effort, sans réflexion architecturale. Le problème, c'est que cette solution devient si accessible qu'elle rend obsolète, aux yeux de beaucoup, des siècles de savoir traditionnel. Pourquoi orienter une maison selon le vent quand un bouton suffit à refroidir une pièce en quelques minutes? Pourquoi construire des murs épais quand l'électricité peut tout régler? Peu à peu, dans de nombreuses régions du monde, les techniques passives sont abandonnées, jugées dépassées, associées à la pauvreté plutôt qu'à l'intelligence. Les conséquences de cet abandon se révèlent aujourd'hui bien plus graves qu'on ne l'imaginait.
La climatisation moderne consomme une part énorme de l'électricité mondiale, en particulier durant les vagues de chaleur, ce qui met une pression immense sur les réseaux électriques. Elle rejette également de l'air chaud à l'extérieur, aggravant localement les températures urbaines, un phénomène que les scientifiques appellent l'îlot de chaleur. Et surtout, elle crée une dépendance totale. Sans électricité, ces bâtiments modernes, mal conçus pour gérer la chaleur naturellement, deviennent rapidement invivables. Face à ces limites, un mouvement discret mais puissant a commencé à réémerger ces dernières décennies. Des architectes du monde entier retournent étudier les badjirs perses, les maisons troglodytes tunisiennes et d'autres techniques ancestrales similaires observées en Inde ou en Afrique de l'Ouest. Ce courant, aujourd'hui connu sous le nom d'architecture bioclimatique, cherche à combiner ce savoir ancien avec les matériaux et les connaissances scientifiques modernes. Des bâtiments contemporains intègrent désormais des tours à vent réinventées, des murs à forte inertie thermique et une orientation solaire pensée dès la conception. Certains projets, notamment aux Émirats arabes unis et en Inde, s'inspirent directement des badjirs traditionnels pour réduire drastiquement leur dépendance à la climatisation électrique. Le principe reste fondamentalement le même que celui découvert il y a des millénaires. Travailler avec la nature plutôt que contre elle, ce qui semblait dépassé devient, face à la crise climatique et à la hausse des coûts énergétiques, une solution résolument tournée vers l'avenir. Ce que nos ancêtres avaient compris, sans capteurs, sans ordinateurs, sans électricité, c'est que le confort ne vient pas toujours de la technologie la plus avancée, mais parfois de la plus ancienne observation, celle du vent, de l'ombre et de la pierre. Alors la prochaine fois que vous allumerez un climatiseur, posez-vous cette question. Sommes-nous vraiment plus intelligents que ceux qui ont bâti des maisons fraîches en plein désert, il y a 3000 ans, sans jamais consommer une seule goutte d'électricité ?